Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette conférence organisée par le Vide Juridique, ayant comme thème plutôt large des derniers bouleversements politiques au Sahel. En guise d'introduction, j'aimerais bien partager un article de Wassim Nass, publié par le Centre contre le terrorisme de West Point en décembre 2022. C'est une publication qui se concentre surtout sur un nouvel acteur qui est apparu il y a un peu plus d'un an sur le théâtre sahélien, qui est le groupe mercenaire Wagner, et sur ses effets pervers dans la situation sécuritaire au Mali. Cet article permet également de retracer sommairement différents événements qui ont amené du coup à son arrivée, notamment les coups d'État de 2020 à 2021 en Mali, mais également celui de 2022 au Burkina Faso, l'augmentation des tensions avec la France, menant à son départ du Mali et la fin de l'opération Barkhane, et enfin l'influence russe se faisant de plus en plus présente, en grande partie grâce à son relais qui est du coup le groupe mercenaire Wagner. Pour décrypter cette masse d'événements, Madame Nyagele Bakayoko, chercheuse en sciences politiques et spécialisée dans les questions de sécurité africaine, très présente notamment dans différents médias dès qu'il s'agit de commenter l'actualité sur la région sahélienne, nous fait l'honneur de sa présence au sein de l'Université Lyon 3. Du coup, la conférence commencera par les propos de Madame Bakayoko pendant à peu près 1 heure, suivi d'un temps consacré aux questions du public. Si Madame Bakayoko, je vous laisse la parole. Merci infiniment. Merci tout d'abord pour votre invitation. Félicitations pour le professionnalisme de l'organisation de cet événement. Et surtout, merci à tous d'être là ce soir en toute fin de journée, alors qu'il fait déjà nuit. Voilà. Donc effectivement, je vais essayer de vous entretenir de la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Alors avec un exposé qui sera entre guillemets magistral, mais je vous invite vraiment, même s'il y a une session de questions-réponses qui est prévue à l'issue de mon intervention, à ne pas hésiter à m'interrompre, à me poser des questions s'il y a quelque chose qui ne vous paraît pas clair ou qui a besoin d'être complété, etc. C'est très bien que mon intervention soit aussi interactive, donc vraiment, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Donc, est-ce que je vais simplement vous demander qui dans la salle connaît un peu ou a suivi cette crise, l'évolution de cette crise sahélienne qui a commencé quand vous étiez tout petit, l'air de rien, puisqu'elle dure déjà depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, est-ce que c'est un sujet qui vous est un peu familier ou pas du tout? Il n'y a pas de problème, hein. Moi, je ne suis pas du tout familière de l'Ukraine, a priori, ou de l'Arctique, dont votre camarade me parlait tout à l'heure. Donc, non, a priori, vous n'avez pas de connaissances spécifiques sur cette zone. Moi, je vais essayer de vous parler de cette crise en partant du postulat suivant, à savoir qu'il est absolument erroné de réduire la lecture et le prisme à travers lesquels on aborde la zone sahélienne, qui est celui de la lutte contre le terrorisme. Malheureusement, cet espace qui est soumis à une crise à la fois multidimensionnelle et multifactorielle a été trop souvent réduite à l'une de ces dimensions qui est effectivement l'importance des actes, pour certains de nature terroriste, qui sont perpétrés par certains acteurs, mais qui ne peut absolument pas se réduire à cette dimension-là. Il est extrêmement important d'élargir la perspective. Donc si vous deviez retenir, à mon avis, quelque chose de mon intervention, c'est vraiment cette idée-là.
Pour que vous ayez un certain nombre de clés, je vais à la fois essayer de vous donner une perspective historique sur le déroulement de cette crise et d'autre part essayer de mettre l'accent sur les différents types d'acteurs qui jouent un rôle absolument fondamental sur le théâtre sahélien. Il est aussi important de se rendre compte, quand je parle de crise multidimensionnelle, c'est que la crise est multidimensionnelle dans ses dimensions sécuritaires. Comme vous allez le voir, il y a effectivement des actes de nature terroriste, mais il y a surtout un contexte fondamentalement insurrectionnel avec différents types de déclinaisons de ces insurrections qui peuvent être effectivement de nature djihadiste, qui peuvent être de nature rebelle, qui peuvent être de nature populaire. Cette crise de nature multidimensionnelle d'un point de vue sécuritaire se double d'une profonde crise politique et de la gouvernance locale et nationale. Donc après cette introduction, je pense qu'il est important de se rendre compte que la crise sahélienne, à l'origine, a pris naissance à l'extérieur du Sahel lui-même. Et plus exactement dans deux pays d'Afrique du Nord, tout d'abord l'Algérie et d'autre part la Libye. Commençons par l'Algérie d'abord. Il y a eu dans le courant des années 90 une guerre civile extrêmement violente et meurtrière en Algérie qui s'est notamment soldée par des affrontements extrêmement violents entre, d'une part, l'armée algérienne et, d'autre part, des groupes islamistes radicaux. Je mentionne juste le fait que cette radicalité, cette radicalité armée, s'est notamment développée en Algérie à la suite du refus par les autorités algériennes de l'époque de reconnaître la victoire du Front islamique du Salut, qui avait remporté les élections dans les urnes, mais qui n'a pas pu accéder au pouvoir, ce qui a aussi contribué à une radicalisation, en tout cas à une militarisation de la lutte porté par ce mouvement politique à l'origine. Et des mouvements extrémistes islamistes armés se sont développés en Algérie, ont d'ailleurs pour certains commis des attentats sur le territoire français dans les années 90, notamment durant l'année 95. Le premier d'entre eux étant le GIA, le groupe islamique armé, qui ensuite s'est muté en GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, dont un certain nombre d'éléments, majoritaires d'ailleurs, ont fini par prêter allégeance à Al-Qaïda, créant le démembrement d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et en réalité, la stratégie des autorités, notamment de l'armée algérienne, qui est très impliquée dans la gestion du pouvoir politique, a été de combattre vraiment sans coup férir ces groupes, mais également de les poursuivre pour les repousser à l'extérieur du territoire algérien et notamment dans le septentrion malien. Donc, certains groupes de provenance algérienne, et notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique, donc AQMI, je ne dirais plus Al-Qaïda au Maghreb islamique, je dirais AQMI désormais, a trouvé un sanctuaire dans le nord du Mali au tournant des années 2000-2010.
À cette époque, le Mali était vraiment considéré comme une vitrine de la réussite, de l'ancrage de la démocratie, puisque en 1991, dans la foulée de tout ce qu'on a appelé la déclaration de la Baule, hein, qui a vu fleurir des démocraties en Afrique noire, on a vu au Mali se mettre en place un régime tout à fait démocratique qui a introduit un certain nombre de réformes. Il est important de mentionner le fait que ce régime démocratique s'est instauré à la suite d'un coup d'État contre un dictateur, lui-même auteur d'un coup d'État en 1968, qui est resté au pouvoir pendant 27 ans et qui a été renversé par un militaire qui s'appelait Amadou Toumani Touré, mais qui a immédiatement rendu le pouvoir aux civils. Et Amadou Toumani Touré s'est retiré de la sphère politique pendant 10 ans, le premier président démocratiquement élu du pays étant Alpha Oumar Konaré, mais ATT, donc le président Amadou Toumani Touré, s'est présenté aux élections en 2002 et a remporté 2 mandats. Mais on a considéré que la façon dont il a gouverné, notamment parce qu'on a appelé le fameux consensus d'ATT, a favorisé l'ancrage de ces groupes armés en provenance d'Algérie, dont il a considéré qu'ils ne menaçaient absolument pas la sécurité du pays. Parallèlement à cette installation de ces groupes armés dans le Nord qui vont se livrer notamment à des prises d'otages d'Occidentaux, non seulement sur le territoire malien, mais en Mauritanie à l'époque, éclate la crise libyenne, donc en 2011, dans la foulée de ces fameux printemps arabes. Et la France et le Royaume-Uni décident d'une intervention dans le cadre de l'OTAN, et intervention validée par le Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 1973. Et cette intervention aboutit au renversement du leader, non seulement du dirigeant. Alors, la Libye n'était pas définie comme un État, mais comme une Jamiria, donc du colonel Kadhafi. Mais si j'employais le mot leader, c'est parce qu'il s'agissait vraiment d'un dirigeant extrêmement important à l'échelle du continent africain, qui a énormément agi pour renforcer l'unité africaine, notamment au niveau institutionnel dans le cadre de l'Union africaine, mais qui a également activé de nombreux conflits dont il gardait souvent la clé de la résolution, en fait. Et donc, cette intervention a immédiatement été dénoncée d'abord par l'Union africaine, mais aussi par des dirigeants tels que Mahamadou Issoufou ou Idriss Déby Itno, le président du Tchad, qui ont immédiatement considéré qu'elle allait déstabiliser le Sahel. Donc cette intervention a malgré tout eu lieu, sans l'aval des partenaires sahéliens ou africains plus généralement, mais elle a été couronnée de succès dans la mesure où son objectif principal, qui était le renversement du colonel Kadhafi, a réussi. Le colonel Kadhafi a été lynché, mais il n'y a eu aucune politique de gestion post-intervention. Donc ces forces se sont retirées et la Libye a sombré dans une sorte de chaos qui est toujours malheureusement de rigueur aujourd'hui. Mais il y a eu une conséquence quasiment directe qui est centrale dans la compréhension du conflit au Sahel. C'est que la garde présidentielle du colonel Kadhafi était en grande partie composée d'anciens rebelles touaregs en provenance du Mali et dans une moindre mesure du Niger, parce que depuis l'indépendance du pays qui a eu lieu en 1960, les communautés du Nord, et particulièrement les tribus touaregs,
sont en lutte contre l'État malien qu'elles estiment être à l'origine de leur marginalisation et de leur sous-développement. Et il y a eu, depuis l'indépendance du Mali, plusieurs rébellions touaregs. D'abord la première en 1963, qui a été réprimée de manière extrêmement sanglante et violente par l'État malien de l'époque, dirigé par le père de l'indépendance, Modibo Keïta. Il y a eu une nouvelle rébellion au début des années 90, qui a été réglée dans le cadre d'accords de paix négociés sous l'égide de l'Algérie, les accords de Tamanrasset, mais sans intervention internationale, c'est important de le dire. Il y a eu aussi une cérémonie assez importante qui s'appelait la Flamme de la paix, où toutes les armes des rebelles sont censées avoir été brûlées. Il y a eu intégration d'un grand nombre d'éléments rebelles touaregs au sein de l'armée et au sein de l'administration du Mali, mais cela n'a pas empêché qu'une troisième rébellion éclate dans le courant des années 2000, qui a été réglé par un accord, là aussi négocié sous l'égide de l'Algérie, qui s'appelle l'accord d'Alger de 2006. Là, c'est à ce moment-là que de nombreux combattants touaregs ont choisi d'émigrer vers la Libye. Et donc, ce sont ces personnes-là qui sont, à la suite de la chute de Mouammar Kadhafi, revenues au Mali, avec par ailleurs un énorme arsenal, parce que toutes les réserves d'armes qui appartenaient à la Libye sont restées à ciel ouvert en réalité, après l'intervention occidentale, et donc ont favorisé un déferlement d'armes légères et de petit calibre, notamment sur les régions du nord du Mali et du nord du Niger. Et en fait, c'est à ce moment-là que les groupes de retour de Libye ont aussi décidé de s'organiser pour mener une quatrième rébellion. Donc, différents groupes se sont constitués, notamment le MNLA, qui est le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui a rassemblé un certain nombre de leaders indépendantistes qui ont décidé de se battre de manière beaucoup plus affirmée encore que dans les fois précédentes, où leurs revendications étaient plus de nature autonomiste qu'indépendantiste, pour obtenir l'indépendance de cette région qu'ils appellent, cette région géographique d'ailleurs, qui est une existence géographique, qui s'appelle l'Azawad. Mais ces groupes touaregs n'ont pas forcément réussi à s'accorder entre eux. C'est pour ça que je parle des groupes touaregs, puisqu'il y a eu scission en leur sein, avec notamment l'émergence d'un groupe djihadiste touareg qui s'appelle Ansardine, dirigé par un personnage qui s'appelle Yad Aggali et qui encore aujourd'hui est considéré comme l'ennemi public numéro 1 de l'armée française et de l'armée malienne, voire de l'armée du Niger dans une moindre mesure. Et ces groupes armés, donc à la fois rebelles, touaregs, et djihadistes, donc ce groupe Ansardine, proche d'AQMI, mais aussi un autre issu d'une scission d'AQMI. Alors, il y a énormément de scissions de groupes. C'est pour ça que c'est aussi très difficile de parler de lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a tellement de groupes avec des revendications différentes, y compris dans la mouvance djihadiste, que c'est difficile d'y trouver une unité. Mais donc, il y a une scission au sein d'AQMI qui a vu la création d'un groupe qui s'appelle Al-Mourabitoun, et il y a un autre groupe djihadiste plutôt dirigé, enfin avec plutôt une élite dirigeante venue du Sahara occidental, le Moudjahou, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest, qui a également émergé. Et c'est fait pour la première fois dans l'histoire de la région une alliance entre groupes rebelles touaregs d'une part et groupes djihadistes d'autre part.
Et c'est à la faveur de l'accord passé entre ces deux groupes qu'a commencé à se mettre en place un mouvement de conquête de toutes les villes du Nord qui sont tombées au début de l'année 2022 de manière d'autant plus facile qu'un nouveau coup d'État est intervenu qui a renversé le président ATT en mars 2022, le 22 mars 2022. 2012. 2012, pardon. Je reste 22 mars 2012. Donc ce renversement de ATT, qui était seulement à un mois de la fin de son deuxième mandat, des élections s'annonçaient, a encore davantage fragilisé l'armée malienne, qui était déjà dans un état de déliquescence relativement avancé. Et on a assisté notamment au sein de l'armée malienne à une lutte fratricide entre différents corps de l'armée, notamment entre l'élite de cette armée, historiquement, qui est incarnée par les commandos parachutistes, dont était issu le président Attité, qu'on appelle les bérets rouges, et le reste de l'armée, moins bien traité généralement, constitué des bérets verts. Et les bérets verts ont commis énormément d'exactions contre les bérets rouges, qui étaient plutôt l'élite dirigeante de l'armée, ce qui a bien entendu empêché cette armée malienne, donc qu'on appelle les FAMA, Forces armées maliennes, de s'opposer aux attaques fulgurantes menées par cette alliance rebelle et djihadiste. Cela dit, cette alliance, qui était en réalité plutôt contre nature, a très vite volé en éclats parce que, d'une part, les rebelles touaregs se positionnaient avant tout pour obtenir cette fameuse indépendance de l'Azawad, mais en considérant que cet État devait prendre les formes d'un État laïque, alors que les groupes djihadistes, notamment en Sardine et AQMI, considéraient que l'objectif était avant tout l'instauration de la charia dans le cadre d'un État malien unitaire. Ils n'étaient pas du tout intéressés, voire ne voulaient pas entendre parler d'une partition du Mali. Et lorsque cette alliance a éclaté, ce sont les groupes djihadistes qui ont réussi à prendre le dessus et qui ont conquis les villes du Nord. Ils avaient déjà conquis les villes du Nord, mais qui se sont installés pour gouverner ces villes du Nord. Donc Tombouctou, Kidal, Gao, Ménaka sont passés sous leur contrôle à l'époque. À la suite du coup d'État de mars 2012, dont je vous ai parlé, des pourparlers se sont engagés entre la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale en charge de la gestion des conflits en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de ce qu'on appelle l'APSA, c'est l'architecture africaine de paix et de sécurité qui a été définie dans le cadre de l'Union africaine et qui confie à 8 sous-régions la charge de la sécurité dans leur environnement. Dans leurs États membres en l'occurrence. Donc la CEDEAO est tout d'abord intervenue et est parvenue à obtenir le retrait de la junte militaire du CNRDE, qui était dirigé par un officier subalterne qui s'appelait Sanogo, et a obtenu que des autorités intérimaires et un président civil d'une transition soient mis en place, et parallèlement a affirmé vouloir intervenir militairement pour stopper cette progression et cet enracinement des groupes armés djihadistes dans le nord du pays. Malheureusement, les négociations pour la mobilisation de cette force, qui aurait été une réplique des forces d'intervention déployées par la CEDEAO tout au long des années 90 au Libéria, en Sierra Leone, puis au début des années 2000 en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau et dans les années 2010 en Gambie, n'ont jamais abouti. Finalement, les États de la zone n'ont jamais réussi
a trouvé le moyen de mobiliser suffisamment d'hommes, suffisamment de logistique, suffisamment d'équipements pour intervenir. Les négociations ont vraiment duré pendant toute l'année et la progression des groupes djihadistes s'est aggravée jusqu'à ce qu'en janvier 2013, le président de la transition, donc, qui s'appelle Diankhounda Traoré, fasse appel à la France et demande au président François Hollande d'envoyer des forces armées françaises pour stopper cette progression des groupes. Alors c'est très contesté de savoir si ces groupes voulaient foncer sur Bamako, prendre Bamako, ou s'ils avaient simplement l'intention de se limiter aux villes qu'ils avaient conquises et de s'y enraciner encore davantage. Mais le fait est que la France répond immédiatement de manière positive à la demande des autorités intérimaires maliennes. C'est important de dire que c'était des autorités intérimaires parce que la légitimité de cette intervention est parfois contestée par certains au motif qu'il n'y avait pas d'autorité légitimement et démocratiquement désignée à cette époque. Mais enfin, quoi qu'il en soit, les villes du Nord sont reconquises de manière fulgurante par l'armée française, déployée dans le cadre d'une opération qui s'appelle l'opération Serval. Et les groupes djihadistes qui s'étaient partagés les différentes villes. Par exemple, en Sardine, de Yadek Gali était surtout présente à Kidal. Le Moudjao était surtout présent à Gao. Al-Morabitoun, plus dans la région de Tombouctou, sont boutés hors de ces villes. Et donc, cette intervention est immédiatement considérée comme un succès. Elle avait des objectifs clairs, limités, qui étaient la reconquête des villes du Nord et le départ de ces groupes armés qui étaient ces groupes djihadistes armés, qui étaient installés. Et on se trouve dans une situation où très vite, contrairement à ce qui s'est produit en Libye, les acteurs internationaux s'organisent pour mettre en place un dispositif post-intervention française. Alors, tout d'abord, on trouve le moyen de déployer ces fameuses troupes de la CEDEAO, donc ces forces ouest-africaines, mais dans un cadre un peu différent, dans un cadre qui est placé sous l'égide de l'Union africaine, parce qu'on y adjoint des forces tchadiennes qui sont mieux aguerries, mieux équipées. Donc c'est une première mission qui s'appelle la MISMA, qui va être déployée pendant quelques mois, qui va beaucoup appuyer les forces françaises, qui rendent très souvent hommage d'ailleurs au rôle particulier des Tchadiens. Rapidement, les Nations Unies décident aussi de prendre le relais en intégrant la plupart de ces forces dans une opération de paix intégrée onusienne, qui s'appelle la MINUSMA. Et enfin, sont organisées des élections présidentielles et législatives qui voient à l'été 2013, donc vraiment très rapidement, la victoire du président Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on appelle IBK. Donc la situation semble relativement stabilisée à cette époque-là, mais très vite, on va se rendre compte qu'elle est beaucoup plus compliquée qu'on avait pu le soupçonner. D'abord parce que très vite apparaît un nouveau front de lutte dans le centre du Mali. Avec l'émergence d'une nouvelle Katiba qui s'appelle la Katiba du Massina, et qui, cette fois, implique les communautés du centre du pays et essentiellement les communautés Peul. Donc on n'est plus dans cette problématique qui touche beaucoup à la question Touareg. Dans les groupes armés du Nord, il faut savoir qu'il y a majoritairement ces groupes Touareg, mais je mentionne aussi le fait qu'il y a des groupes armés arabes, il y a des communautés arabes aussi au Mali, dans le nord du Mali. Mais là, un nouveau foyer éclate dans le centre du Mali, qui est toujours aujourd'hui l'épicentre de cette crise.
parce que en 2015, un accord de paix est négocié, toujours en Algérie. Cette fois-ci, cet accord s'appelle l'APRM, Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui implique la signature d'un côté des autorités maliennes et de l'autre de deux groupes différents de rebelles touaregs. D'une part, des groupes qui se déclarent beaucoup plus proches de Bamako et d'autre part, des groupes qui continuent à défendre l'idée d'un Azawad, si ce n'est indépendant, en tout cas très autonome. En revanche, tous les groupes djihadistes sont exclus de cet accord de paix. L'accord de paix, il faut savoir, quand on entend, oui, la solution du conflit, c'est l'application de l'accord de paix, c'est en partie faux. Tout d'abord parce que les groupes armés djihadistes sont les premiers acteurs encore aujourd'hui, et donc n'en sont absolument pas signataires, et d'autre part parce que cet accord ne porte que sur le nord du Mali. Ne concerne absolument pas le centre. Alors, il y a des efforts pour l'élargir d'une certaine façon à cette région-là, mais ils ne sont pas couronnés de succès. Et il concerne encore moins les pays voisins, parce que à partir du centre, en réalité, la crise malienne va déborder chez ses voisins, tout d'abord vers le Burkina Faso, le nord, et l'Est principalement, avec une contagion qui touche aujourd'hui quasiment l'ensemble du territoire, et vers l'ouest du Niger, notamment les régions de Tillabéri et de Tawa. Pour ajouter encore un peu de complexité à ce paysage, la plupart des acteurs présents jusqu'alors étaient plutôt proches, soit carrément l'incarnant, soit de par des accointances idéologiques et religieuses proches de la mouvance islamiste d'Al-Qaïda. Mais à la faveur d'une nouvelle scission, notamment au sein du Moudjahou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, plutôt dirigé avec une élite dirigeante composée de populations issues, de combattants issus du Sahara occidental, émerge un mouvement qui clame son allégeance à l'État islamique. On appelle ce groupe État islamique au Grand Sahara. Je précise tout de suite que depuis 6 mois à peu près, l'appellation a changé et c'est État islamique au Sahel, maintenant EIS et non plus EIGS. Donc on a cette complexité de la scène islamiste radicale armée dans le contexte malien. Mais comme vous l'avez vu, vous avez également des acteurs de type rebelle qui ont des revendications politico-militaires qui ne sont absolument pas d'ordre islamique ou religieuse. Ce sont des populations donc, qui luttent, comme je vous l'ai dit, depuis des décennies pour la reconnaissance de leurs droits au sein du pays. Et puisqu'on parle de l'ensemble du Sahel, il est aussi important, je vous ai parlé du Tchad tout à l'heure, qui est un acteur important dans la zone, non seulement parce qu'il intervient, mais aussi parce que, comme je vais vous le dire, il fait partie du dispositif militaire français, et à un État qui est en but aussi à des groupes politico-militaires qui n'ont absolument rien à voir avec la question du djihadisme, et qui sont des acteurs absolument centraux dans la zone. Il faut aussi savoir que même ces groupes armés rebelles, entre eux, peuvent se combattre ou en tout cas être en très forte concurrence, notamment parce qu'ils sont en grande partie gouvernés par des dynamiques communautaires qui sont fondées sur la remise en cause des hiérarchies sociales qui ont
gouverner de manière séculaire le fonctionnement de la plupart des communautés. Il est très important de savoir que la plupart des communautés de la région du Sahel sont des communautés de caste, en fait, hein, avec des élites nobiliaires, souvent impliquées dans des activités pastorales qui sont extrêmement prestigieuses, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui ont exercé depuis des centaines d'années une domination sur des populations considérées comme étant de caste inférieure ou comme étant leurs affidés ou leurs obligés. Et certaines de ces communautés, de ces catégories sociales, membres de ces communautés, contestent de plus en plus l'aristocratie traditionnelle, notamment dans la communauté touareg, mais aussi beaucoup au sein de la communauté peul. Donc on voit au sein même de ces communautés des luttes assez violentes parfois pour remettre en cause ce fonctionnement hiérarchisé communautaire. C'est notamment le cas au sein des communautés touareg. Et je vous disais que des groupes différents, certains plus proches de Bamako, d'autres plus désireux d'affirmer leur autorité sur la gouvernance du nord du Mali, sont signataires. En réalité, les groupes les plus proches de Bamako sont ceux composés de catégories inférieures qui luttent contre la perpétuation de la domination dont ils ont fait l'objet par les communautés qui font partie de l'autre groupe signataire de l'accord. Donc on voit très bien que là aussi on est au-delà des revendications territoriales, des revendications en matière de développement de ces communautés touareg. Il y a un autre type de conflictualité qui a trait à l'organisation socio-politique des communautés de la région et qui explique en très grande partie la perpétuation et l'aggravation de l'insécurité dans la zone. Il est aussi très important de se rendre compte que d'autres acteurs ont émergé, non pas seulement sur le territoire malien, mais aussi beaucoup au Burkina Faso. Ce sont les groupes d'autodéfense qui jouent un rôle de plus en plus majeur dans la gouvernance de la sécurité au Sahel et qui sont apparus au départ au Burkina Faso, non pas du tout pour lutter contre le terrorisme, combat extrémiste armé mené par les groupes islamistes, mais plutôt pour lutter contre l'insécurité et la criminalité quotidienne qui touchait les populations et les communautés, notamment en zone rurale. Parce qu'en 2014, donc 2 ans après le début de la crise dans le nord du Mali, le dirigeant du Burkina Faso, qui s'appelle Blaise Compaoré, qui était lui aussi issu d'un coup d'État et qui était au pouvoir depuis 27 ans dans son pays, a lui été renversé, non pas par l'armée, mais par une insurrection populaire qui a réussi à le chasser non seulement du pouvoir, mais aussi du pays. Et ce président, Blaise Compaoré, s'est réfugié en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que Blaise Compaoré était très proche, lui, de Mouammar Kadhafi. Et comme Mouammar Kadhafi joue un rôle extrêmement important dans la gestion des conflits de toute la zone. Il avait notamment joué un rôle très actif dans le règlement des conflits de la rivière Mano, donc Libéria, Sierra Leone, mais également dans le début du règlement de la tentative de règlement de la crise malienne. C'était le médiateur de la CEDEAO à l'époque. Et c'est lui donc qui est renversé
par cette insurrection populaire qui entend bouleverser, remettre en cause, mettre à bas le système de sécurité sur lequel s'appuyait le magistère de Blaise Compaoré. Et on assiste à une déstructuration des forces de sécurité du pays qui n'avaient absolument aucune capacité en matière de combat, mais qui était en réalité un dispositif policier de quadrillage et de contrôle politique du territoire et des services de renseignement. Blaise Compaoré accueillait d'ailleurs des rebelles de toute la région, de la Côte d'Ivoire, du nord du Mali, à la fois des rebelles touaregs ou des leaders djihadistes. Et on se trouve donc dans cette situation où la criminalité quotidienne explose, c'est-à-dire la criminalité avec des acteurs qu'on appelle souvent les HANI, hommes armés non identifiés, qui ne poursuivent pas un combat politique ni un combat religieux, mais qui se trouvent impliqués dans des activités extrêmement meurtrières où ils s'en prennent avant tout aux biens des populations et majoritairement à leur récolte, donc pour ce qui concerne les communautés sédentaires, ou à leurs troupeaux. Le troupeau étant vraiment considéré comme la richesse par excellence dans cette zone. Et c'est dans ce cadre-là que différentes communautés, vous voulez me dire que différentes communautés mettent sur pied des groupes d'autodéfense qui portent divers noms selon la communauté auquel elles sont affiliées. Et ces groupes constituent des acteurs qui sont plébiscités par les populations, mais qui recourent à des modes de gestion de la sécurité et d'administration de la justice extrêmement expéditifs, avec des violations caractérisées des droits de l'homme, voire le recours à des massacres. Merci. Maintenant qu'on a vu un peu les acteurs, la situation, est-ce qu'on peut s'intéresser un peu au dernier renversement de régime de ces 3 dernières années, que ce soit au Mali, Burkina Faso, Tchad, etc., qui a vachement déstabilisé la région? Alors, ce qui est important de dire, c'est que face à cette insécurité, tout d'abord, la France, dès 2014, a cherché à étendre son dispositif sécuritaire avec la transformation de l'opération Serval qui n'intervenait que sur le territoire malien en opération Barkhane. Et les États sahéliens ont eux aussi essayé de s'organiser en créant leur propre organisation qui s'appelle le G5 Sahel et leur propre force conjointe qui était censée intervenir dans la gestion du conflit, essentiellement dans sa dimension djihadiste, notamment dans la zone du Sahel central, donc Mali, Niger, Burkina Faso. Mais ce dispositif a eu beaucoup de mal à fonctionner, notamment parce qu'il n'a pas pu mobiliser des fonds au niveau international, mais surtout parce que vont intervenir une série de coups d'État qui va complètement paralyser ce dispositif qui était très soutenu par les partenaires internationaux sur le terrain, même s'il n'était pas suffisamment soutenu financièrement. En fait, le président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été élu dès 2013, va être élu en 2018 pour un deuxième mandat, malgré des scandales extrêmement graves qui ont été mis au jour très tôt, dès 2014 en réalité, par la Cour des comptes locale, qui démontrent que les budgets énormes alimentés par le budget de l'État malien, mais aussi par le budget des États partenaires, par l'aide des États partenaires, a fait l'objet de détournements massifs. Les matériels militaires n'ont pas été livrés, notamment. Et donc Ibeka est réélu en 2018, mais dans des conditions très, très contestées. Une vague de protestations populaires se met en place sous l'égide notamment d'un imam qui s'appelle l'imam Diko, mais qui réunit aussi des syndicats, des organisations de la société civile, des anciens ministres.
Mouvement populaire qui dure 3 mois et qui en réalité est parachevé en août 2020 par un coup d'État qui renverse le président Ibeka. Ce coup d'État est perpétré par une junte de 5 colonels qui sont immédiatement mis en retrait par une nouvelle intervention de la CEDEAO qui exige la mise en place d'autorités civiles pour conduire la transition, tout en sachant que les 5 colonels restent associés au pouvoir. Mais cet arrangement éclate très vite, puisque dès le mois de mai 2021, donc 9 mois plus tard, un nouveau coup d'État intervient où les 5 colonels prennent vraiment la direction du pouvoir au Mali et renversent les autorités civiles qui avaient été mises en place par l'intervention internationale, notamment de la CEDEAO. C'est également à ce moment, au début de l'année 2021, que Idriss Déby Itno, qui dirigeait le Tchad d'une main de fer et venait de se faire à la fois proclamer maréchal, mais également de remporter la présidence de la République pour la 4e fois, donc au prix à la suite d'un mandat de, je ne sais plus, c'est 28 ans, je crois, qui est un allié extrêmement proche de la France, notamment, meurt au front, en fait, dans des combats qui l'opposent à l'un des groupes politico-militaires que je mentionnais tout à l'heure, qui s'appelle le FACT, ce qui tétanise absolument toute la sous-région et le partenaire majeur qu'est la France également. Et immédiatement, quelques heures après l'annonce de son décès, se met en place, en violation absolue de l'ordre constitutionnel qui prévoyait qu'en cas d'empêchement du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit exercer le pouvoir dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections. Donc, en violation de ces dispositions, c'est une junte militaire qui prend le pouvoir, le CMT, Comité militaire de transition, avec à sa tête le fils du maréchal défunt, donc le fils qui s'appelle Mahamat Idriss Déby. Donc, qui prend le pouvoir. Donc, en avril 2021, et cette fois-ci, sans aucune protestation, ni de l'Union africaine, ni de l'organisation économique locale, ni de la communauté internationale, ce qui contraste de manière assez gênante, en tout cas aux yeux des populations et des opinions publiques ouest-africaines, avec la sévérité qui préside au traitement de la junte malienne. La junte malienne est placée sous sanction après le 2e coup d'État de 2021. Ça n'est absolument pas le cas de la junte au pouvoir au Tchad. La junte malienne entre dans un conflit ouvert et diplomatiquement assez violent avec la France, qui exige le retrait des militaires au pouvoir, alors que immédiatement après l'annonce de l'instauration du comité militaire au Tchad, la France publie un communiqué prenant acte de cette instauration d'un nouveau pouvoir. On est un tout petit peu hors zone, mais il est important de rappeler qu'en septembre 2021 intervient un autre coup d'État en Guinée, cette fois-ci, qui n'est pas, en tout cas pour le moment, touché directement par la crise sahélienne, mais qui fragilise encore la CEDEAO, puisque c'est le 3e dans la zone, après les 2 coups d'État au Mali et le 3e coup d'État en Guinée. Et l'année dernière, exactement, dans 10 jours, ça fera un an, le 24 janvier, une junte militaire renverse le président Kaboré, qui avait été démocratiquement élu après la période de transition qui avait suivi le renversement de Blaise Compaoré. Donc, on se retrouve avec une nouvelle junte militaire au sein de la sous-région et surtout au sein de ce fameux G5 Sahel. Contrairement à la junte malienne qui est extrêmement unie, des dissensions interviennent assez vite au sein de cette junte du Burkina Faso. Et le 30 septembre, un 2e coup d'État intervient
avec le dirigeant qui avait été initialement installé à la tête du pays, le lieutenant-colonel Damiba, qui est remplacé par l'actuel dirigeant depuis le 30 septembre, donc qui s'appelle Ibrahim Traoré. Oui. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte que ces changements, au Mali de manière certaine, au Burkina de manière de plus en plus vraisemblable, s'accompagnent d'un changement d'alliance avec les partenaires internationaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte malien, à partir de 2017, les groupes islamistes qui étaient proches, mais qui n'étaient pas unifiés, décident de créer un commandement commun qui s'appelle le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM selon l'acronyme français. L'acronyme en arabe, c'est le JNIM, qui décide que la Katiba du Massina, le groupe Ansardine, le groupe Al-Mourabitoun, le Moujao, prêtent allégeance à Al-Qaïda pour s'opposer notamment à la progression de l'État islamique. Et très rapidement, État islamique et GSIM deviennent des ennemis absolument féroces et se combattent sur le terrain. Au même moment, on voit de manière de plus en plus évidente que les efforts internationaux, qu'il s'agisse de ceux de la MINUSMA, donc la mission des Nations Unies, qui, il est très important de le préciser, n'a pas une mission de lutte contre le terrorisme, elle a une mission de sécurisation des populations et d'application de l'accord de paix de 2015. Donc d'une part la MINUSMA, d'autre part de l'opération Barkhane, ne parviennent pas à enrayer d'une part l'insécurité des populations qui sont la cible de tous les acteurs que j'ai mentionnés, les groupes armés radicaux islamistes, les groupes rebelles dans une moindre mesure, les déviations de leur part sont beaucoup moins nombreuses qu'elles n'ont pu l'être à un moment donné, les groupes criminels, les groupes d'autodéfense. On s'aperçoit que les acteurs internationaux et plus encore les armées nationales sont absolument incapables de protéger les populations. Par ailleurs, on s'aperçoit que la progression, cette fois-ci des groupes djihadistes armés, se propage au-delà du Burkina Faso, au-delà du Niger, et commence depuis 2 ans, à peu près 2 ou 3 ans, à toucher le nord des pays côtiers, à savoir le nord de la Côte d'Ivoire, le nord du Ghana, le nord du Bénin, le nord du Togo. Donc, se développe à la fois d'un côté un scepticisme, enfin un doute d'abord, puis un scepticisme, et ensuite vraiment une colère contre ces forces internationales qui sont accusées par certains d'être totalement inutiles. Donc, on demande, écoutez, vous n'avez pas d'impact sur le terrain, donc voilà, merci beaucoup d'être venu, mais vous pouvez partir, s'il vous plaît. Et pour d'autres, qui alimentent de véritables théories du complot, selon l'argumentation suivante, qui consiste à dire, vu votre armement tellement technologiquement impressionnant, vu les moyens dont vous nous avez dit disposer, si vous n'avez pas enrayé la progression du djihadisme, c'est que c'est vous qui l'entretenez, c'est qu'en réalité, vous êtes complice avec ces groupes. Ça, c'est vraiment l'argumentaire le plus courant aujourd'hui au Sahel. C'est si ces groupes n'ont pas réussi à vaincre, enfin, à être vaincus par les partenaires internationaux et notamment par la France, c'est parce que en réalité, ce sont eux qui les ont créés et ce sont eux qui les alimentent. Et c'est dans ce contexte-là de défiance et de colère véritablement croissante contre la France, qui se manifeste même par la prise à partie d'un convoi qui se soldera par des morts d'ailleurs sur le territoire du Niger, que l'on assiste à l'arrivée d'un pseudo-nouvel acteur, je vous dirai pourquoi, qui est la Russie. Juste avant de parler de l'arrivée de la Russie, je voudrais parler du sentiment anti-français.
un peu plus de précision là-dessus. En fait, qu'en est-il? Parce que par exemple, je peux parler à des militaires qui étaient il y a 6 mois encore au Mali, des militaires français, et qui patrouillaient dans Gao, et la population demandait plus de patrouilles justement. Et face, par exemple, aux annonces de Bamako, au Burkina Faso, etc. Qu'en est-il de ce sentiment anti-français? Alors vous avez tout à fait raison de distinguer les zones à l'intérieur des pays, c'est-à-dire qu'il y a d'une part effectivement les capitales et d'autre part il y a les périphéries. Alors les périphéries, quasiment plus personne n'y a accès, hein. Même des nationaux, c'est très compliqué de se déplacer. Bon, des internationaux, je n'en parle même pas, c'est impossible, sans escorte en tout cas. Mais vraiment à l'intérieur du pays, c'est très difficile de se déplacer. Donc saisir véritablement le sentiment qui anime ces populations, c'est très difficile, mais ce qui est certain, c'est qu'elles se sentent totalement abandonnées, totalement démunies et prises souvent entre le marteau et l'enclume, parce que aux exactions de tous les acteurs que je viens de mentionner s'ajoutent malheureusement très souvent les exactions commises par certaines unités des forces armées des pays, enfin des États eux-mêmes, hein. Il y a eu un grand nombre de massacres dans lesquels sont impliquées des unités des armées nationales. Donc les populations, elles se sentent complètement abandonnées. Et la plupart d'entre elles n'ont pas senti le bénéfice de la présence française parce que son déploiement était très circonscrit, hein, dans les régions du Nord, hein. Il n'y a pas eu de déploiement de la France au centre, etc. Donc il semble que dans les zones où l'opération Barkhane était déployée. Il faut savoir qu'il n'y a eu de troupes au sol de Barkhane que malgré le fait que son emprise touche 5 pays, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a eu des troupes au sol déployées d'ailleurs de manière massive qu'au Mali. Des unités ponctuellement déployées au Niger, mais absolument pas de troupes au sol au Burkina Faso, ni en Mauritanie. Et le Tchad est un cas particulier parce que le commandement de l'opération est situé là-bas, mais il n'y a pas de déploiement armé. Donc le déploiement était quand même très circonscrit. Les populations de ces zones ont semblé avoir plutôt confiance dans les forces françaises, mais il faut voir que ce à quoi elles ont assisté, parce que ce qui gouverne aujourd'hui la plupart des interventions militaires, c'est le concept de protection de la force. Quand on est face à des acteurs qui sont surarmés, etc., il n'y a pas véritablement d'interaction. Donc il n'y a pas eu d'ancrage véritable de ces forces qui sont quand même très apparues comme étant bunkérisées. Les patrouilles, il y avait un tel dispositif d'autoprotection que ça pouvait faire peur aussi. Donc un sentiment mitigé, mais pas forcément de rejet, hein, voilà. En revanche, dans les capitales, c'est vraiment développé une rhétorique extrêmement négative vis-à-vis de la présence française, qui est, à mon avis, très attribuable notamment aux promesses non tenues. Je pense que la France a fait état, a affirmé qu'elle atteindrait des objectifs qui n'étaient pas atteignables, c'est-à-dire éradiquer le terrorisme. C'est tout simplement impossible. D'abord parce qu'on ne combat pas un mode opératoire, on combat un ennemi, et un ennemi, par définition, c'est pas un terroriste avec un couteau entre les dents. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est produit sur le territoire français à l'occasion des attentats du 13 novembre 2015 ou du 5 janvier 2015. Ce sont des acteurs politiques qui ont un programme très clair. Je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a évidemment l'instauration de la charia, mais il y a aussi un programme très clair en matière d'éducation, en matière d'administration de la justice, et il y a une vision de l'État qui est radicalement opposée au modèle dont est porteur l'État post-indépendance. Mais cet aspect n'a absolument pas été vu. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement à travers l'ancrage, enfin ce n'est pas uniquement à travers les attaques armées de type insurrectionnel que ces groupes
s'incruste dans le milieu local. C'est aussi en administrant la justice, c'est aussi en créant un système de taxation et d'imposition différent, c'est en gérant l'accès aux ressources naturelles, c'est-à-dire aux ressources agricoles, aux ressources pastorales, aux ressources en eau. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très mal compris, et c'est pour ça que tous les discours qui affirmaient pouvoir éradiquer le djihadisme, en réalité, le terrorisme, pardon, ont été extrêmement mal perçus de manière croissante. Il y a eu aussi beaucoup d'annonces côté français de la part du président de la République lui-même, de la part des ministres des Affaires étrangères et des armées de l'époque, qui ont développé une rhétorique de prise à partie des autorités maliennes qui sont très difficiles à gérer, par ailleurs, mais qui ont été mal perçues, qui ont été perçues comme étant beaucoup trop arrogantes et beaucoup trop paternalistes de la part des populations. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs en matière de communication. Il y a eu aussi une politique qui a consisté à créer un nombre incroyable de structures locales. Je vous ai parlé du G5 Sahel, mais on a créé une alliance pour le Sahel, on a créé un partenariat pour la paix et la stabilité au Sahel, on a créé une coalition internationale pour le Sahel. Tout ça, les populations et les opinions publiques, y compris dans les capitales, n'en ont absolument pas vu le bénéfice. Donc, pour faire le lien ensuite avec la Russie, il y avait véritablement un substrat d'hostilité à l'encontre de la politique étrangère de la France, sur lequel la Russie s'est très habilement s'appuyer, d'autant plus facilement dans un pays comme le Mali, que c'est un pays qui a une tradition de collaboration avec l'Union soviétique depuis les indépendances. Pendant 30 ans, il y a eu une coopération militaire et de défense extrêmement étroite entre le Mali, l'Union soviétique et les ex-républiques socialistes, qui a totalement remplacé la présence française. Après l'indépendance, le dirigeant de l'époque, Modibo Keïta, a exigé le départ de l'armée française, le départ des représentants de la France. Donc la Russie n'est pas nécessairement un acteur nouveau, c'est un acteur qui revient dans la zone, et ça, c'est très important aussi de le dire. Donc vous avez ces deux phénomènes, hostilité à la suite de l'absence de résultats suffisants aux yeux des populations maliennes de la France, et d'autre part, cette très forte coopération entre le Mali et la Russie, et l'Union soviétique d'abord, puis la Russie, qui avait été réactivée dès le début des années 2000, en réalité, y compris par ATT, qui a été poursuivi par IBK. Donc il ne faut pas avoir l'impression que voilà, les Français ont été mis dehors et remplacés par les Russes. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça, en réalité. Très bien. Et quand vous pensez que, déjà, comment la présence russe s'inscrit, et quand vous pensez que ça peut évoluer dans le futur? Alors la présence russe au Mali, d'abord, parce que c'est le seul État où elle est militairement établie, bien que les autorités maliennes ne reconnaissent pas la présence de la société militaire privée Wagner, allant d'ailleurs à l'encontre des propos de Vladimir Poutine et de Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères lui-même, qui, eux, ont dit qu'il y avait des groupes militaires privés russes au Mali. Les autorités maliennes ne reconnaissent pas officiellement la présence de Wagner, mais affirment qu'il s'agit simplement d'instructeurs russes déployés dans le cadre d'un accord bilatéral. Mais cette présence est établie, elle est avérée, notamment dans le centre du Mali, où on s'aperçoit que les performances des instructeurs ou des agents de la société Wagner déployés ne sont pas beaucoup plus impressionnants que ceux des autres acteurs internationaux. En réalité, malgré des affirmations de victoire, de reconquête qui se sont multipliées depuis l'arrivée du groupe au Mali, donc en décembre l'année dernière, en décembre 2021, on s'aperçoit que sur le terrain, la situation ne cesse de se dégrader. Notamment dans le nord du pays, la ville de Ménaka est sous le coup
de l'État islamique qui cherche notamment à en prendre le contrôle et à faire reculer les forces de Al-Qaïda, enfin du GSIM. On s'aperçoit surtout que la ville de Bamako est de plus en plus encerclée. Au mois de juillet, il y a eu un attentat suicide dans la garnison militaire de Kati, qui est le cœur du pouvoir, puisque c'est là que sont les 5 colonels, en réalité. D'autre part, au cours des 2 dernières semaines, les attaques à proximité de Bamako se sont vraiment multipliées. Donc, on voit que d'un point de vue opérationnel, les Russes ne font pas une grande différence. Par contre, ils sont très impliqués dans des violations des droits de l'homme et font alliance, bon, bien entendu avec les forces armées maliennes, ce qui est leur mandat, mais aussi avec des milices d'autodéfense, que je vous ai parlé des milices burkinabées, mais des milices d'autodéfense se sont multipliées aussi dans le centre du Mali, notamment une milice Dogon qui combat les communautés Peuls au motif qu'elles sont toutes affiliées à la Katiba du Massina, ce qui est évidemment faux. Et donc, un grand nombre d'exactions très graves sont commises par cette alliance FAMA, Wagner, groupe d'Anna Massagou, donc groupe milice Dogon. Donc, des exactions avec mort d'hommes, très nombreuses, mais aussi avec vol massif de bétail. Mais ce qui est important de dire, c'est que même si d'un point de vue opérationnel, les Russes ne parviennent pas à s'imposer, en revanche, dans le champ de la guerre informationnelle, ils sont absolument redoutables. Et ils ont des moyens qui sont issus aussi de la réactivation de leurs méthodes de propagande qu'ils avaient utilisées aussi à l'époque de leur présence dans la zone. Donc, ils connaissent des réseaux. Ils ont une rhétorique anti-impérialiste traditionnelle qui cadre parfaitement avec les aspirations locales aujourd'hui. Et dans ce domaine-là, ils sont redoutablement efficaces et assez terrifiants, en fait. Et là, il semble que les Russes soient en passe, y compris peut-être à travers la société militaire privée Wagner, d'arriver également au Burkina Faso, où les libertés reculent, comme au Mali, de manière plus que préoccupante. Très bien. Au niveau des massacres, on peut notamment citer le massacre de Moura, qui s'est passé fin mars 2022, où Wagner, avec les forces armées maliennes, si je ne m'abuse, va faire le siège de la ville de Moura et massacrer plus de 300 civils. Oui, voilà, 300 civils en disant... alors, il y a la mort de 200 civils qui est revendiquée par l'armée malienne en prétendant que c'était 200 djihadistes. Les organisations nationales, les pauvres ne peuvent plus faire grand-chose, mais en tout cas internationales, de défense des droits de l'homme, voire la MINUSMA, mais qui ne peut pas non plus s'exprimer très facilement. Son rapport sur Moura n'est jamais sorti pour l'instant, qui affirme que la plupart des victimes, qui sont au nombre de 300, étaient en réalité des civils. Mais tout ça touche à la grande difficulté de démontrer dans des environnements totalement hybrides qui est impliqué dans un groupe armé et qui est véritablement un civil. Mais manifestement, il y avait beaucoup de civils, et puis on parle de méthodes absolument terrifiantes. Par exemple, pour empêcher les gens de s'enfuir, des fils électriques avaient été installés autour de la rivière et les gens se sont électrocutés. Enfin, il y a vraiment des choses extrêmement violentes dans les techniques utilisées. Très bien, merci. On va passer aux questions du public. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous en avez. Donc, je conclurai juste, en disant que, à la faveur de l'installation au pouvoir de cette junte au Mali, la France a été forcée de retirer ses forces du pays au mois d'août dernier, parce qu'un conflit politique l'a opposé à la junte en raison de mais en réalité,
Ces désaccords existaient aussi sous le régime précédent, et y compris le régime IBK. Ils se sont beaucoup articulés, notamment sous IBK, autour de la question de la négociation avec les groupes armés. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté au Mali, y compris d'organisation beaucoup plus large. Il y avait eu 2 conférences nationales qui ont été organisées en 2017-2019 avec les organisations de la société civile, etc., qui ont plaidé en faveur de l'engagement d'un dialogue avec les chefs des groupes armés djihadistes. Et la France s'est opposée de manière absolument intraitable à cette option. Donc ça fait aussi partie des différents Maliens, franco-maliens, qui n'ont cessé de croître et qui se sont conclus par le départ forcé, il faut le dire, le départ forcé des effectifs de la force Barkhane au mois de juin, à partir du mois d'août. Ils ont tous les soldats français ont quitté le territoire malien et un certain nombre ont basculé désormais vers le Niger. Voilà. Oui, il est allumé en tout cas. Du bilan de l'intervention française depuis 2013, ce n'est pas un succès. Bon, certains disent que ce n'est pas un échec non plus. Mais ce qui ressort, c'est que la France, dans son aveuglement à s'entêter dans le combat contre le terrorisme, elle a été dans l'illusion de ne pas avoir des projets politiques, enfin, un substrat politique dans les différentes insurrections. Mais qu'aurait-il fallu faire si on considère qu'elle n'est pas rentrée dans le jeu politique? Parce que c'est vrai que c'est délicat, vu de son passif de puissance coloniale, d'entrer dans ce genre de considération, de parler de négociation. Quelle aurait été l'alternative? Bon, c'est facile de le dire a posteriori, mais qu'aurait-il fallu faire finalement? Déjà, laisser faire les acteurs. Enfin, c'est un argument qu'on peut entendre, selon lequel, quand une puissance étrangère engage des hommes dont certains meurent dans la gestion du conflit en question, elle a son mot à dire, mais en réalité, à mon avis, elle a voulu trop se substituer aux autorités du pays ou aux acteurs plus généralement du pays. C'était quand même très très compliqué d'aller à l'encontre de cette volonté générale, en fait, de mettre fin au conflit par la négociation. Donc, ça ne veut pas dire que la France aurait dû négocier elle-même, mais ne pas s'opposer en tout cas à cette option-là, qui était celle exprimée par les acteurs concernés. Ça, à mon avis, c'était une des erreurs majeures. Par ailleurs, elle s'est beaucoup trop impliquée, à l'inverse, dans les questions politiques relatifs au conflit entre les différentes communautés. Une des origines de l'échec français, c'est sa trop grande proximité avec les groupes touaregs, et notamment avec les groupes indépendantistes. Donc ça a été extrêmement mal perçu par les autorités de Bamako et par l'opinion publique, parce qu'il faut savoir qu'au Mali, on considère que les terroristes, ce ne sont pas seulement les groupes extrémistes islamistes radicaux armés, ce sont aussi les groupes indépendantistes touaregs qui sont considérés comme des traîtres à la nation, comme des traîtres à la patrie. Donc elle a, à l'évidence, très mal géré et très mal compris les différents équilibres politiques, à la fois au niveau national, au niveau local et entre les différents acteurs du conflit. Pour moi, c'est ça l'erreur. Et par ailleurs, il y a aussi cette foi qui est celle qui a été, parce que je pense qu'on est sorti de cette période, de la supériorité militaire occidentale dans les conflits armés qui sont en réalité des insurrections. Il n'y a pas une seule victoire depuis 1960 dans ce type de conflit, que ce soit le Vietnam, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit le Sahel aujourd'hui. Les acteurs extérieurs ne parviennent pas à être victorieux, quels que soient les moyens militaires et technologiques qu'ils déploient dans ces environnements dont ils ne comprennent pas les clés en réalité. Donc, voilà. Donc c'est des combats perdus d'avance finalement, ou alors c'est... C'est des combats perdus d'avance. Enfin, en l'occurrence, on a eu des déploiements qui se sont soldés par des échecs. Alors, on peut dire que l'échec de la France au Sahel n'est pas de la même ampleur que l'échec américain en Afghanistan.
Mais comment les Américains ont réussi à sortir du guépier afghan, c'est aussi en négociant, enfin, eux en plus en négociant directement, mais en acceptant une solution politique. Et accepter une solution politique, bah oui, bah ça veut dire que les acteurs qui auront plus de pouvoir sont pas nos amis, quoi. Une négociation, par définition, elle se fait avec un adversaire ou avec un ennemi, donc voilà. Mais oui, moi je pense que ces interventions, de toute façon, sont totalement condamnées aujourd'hui à échouer. Il n'y en aura plus avant un très très long moment des interventions massives comme ça. Pour une autre question. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'être venu au centre de l'université. Et moi, j'aimerais bien savoir votre opinion par rapport à la situation géographique. On a vu la zone du GSPC, on a vu aussi les effets et le changement que l'armée française on a fait pendant l'opération Serval en 2013 ou en 2015. Est-ce que vous pensez que la situation et surtout la zone géographique, elle peut évoluer tout au long de l'Afrique, en arrivant jusqu'à le Gabon par exemple, toute cette zone qui est déjà, ça serait une extension, on va dire. Merci. Alors, il y a une expansion très claire, hein, comme je le mentionnais, notamment vers les pays du Golfe de Guinée. On voit une poussée aussi de plus en plus vers le Sénégal. La question qui se pose, c'est celle de la solidité ou pas de ces États qui, quoi qu'on en dise, n'ont quand même pas les fragilités qui étaient celles des 3 États du Sahel central. Mais oui, il y a une expansion très inquiétante jusqu'au Bénin. Je n'ai pas précisé parce qu'on a parlé de la zone donc, du Sahel central, mais qu'il y a aussi une insurrection djihadiste qui se prolonge autour du bassin du lac Tchad avec les groupes issus de la fameuse secte islamiste Boko Haram et qui touche là, cette fois-ci, les territoires du sud du Tchad, parce que j'ai parlé des groupes politico-militaires, c'est au nord, mais du sud du Tchad, du nord du Nigeria, du nord du Cameroun, de l'est du Niger et dans une certaine mesure du Bénin. Donc il y a cette expansion jusque-là. De là à parler d'une expansion jusqu'à l'Afrique centrale dont vous parlez, bon, déjà il y a des réalités religieuses et communautaires qui ne sont pas les mêmes dans ces zones. Donc moi je ne pense pas que ça atteigne des pays comme le Gabon, comme le Congo ou comme la RDC, mais si on regarde un pays comme la RCA, ou en tout cas, pardon, la RDC, si on regarde sa partie ouest, non, je ne pense pas qu'il y ait de contagion, mais il faut savoir que d'autres foyers qui ne sont pas issus du Sahel, mais se sont parallèlement développés. Dans l'est du Congo aujourd'hui, vous avez des groupes armés, notamment les ADF, les Allied Defense Forces, qui ont prêté allégeance à l'État islamique. L'État islamique l'État islamique a une province. Maintenant, l'État islamique a 3 provinces, 4 sur le continent africain. Au Sahel, il y a la première province qui a été instaurée, c'est celle du bassin du lac Tchad, qui s'appelle ISWAP, Islamic State West African Province. Vous avez l'État islamique Sahel, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la zone dont on a discuté, et vous avez une zone qui s'appelle ISCAP, Islamic State in Central Africa, dont le principal commandement se situe dans l'est de la RDC, dans ces zones qui sont en guerre depuis 25 ans maintenant, depuis 1997. Et vous avez également un foyer de l'État islamique qui des Chebab qui s'est développé au Mozambique. Donc oui, vous avez des rébellions, et ça je ne vous parle que de l'espace francophone, entre guillemets, parce que le Mozambique fait aussi partie de la francophonie, mais vous avez bien sûr aussi les fameux Chebab somaliens qu'on combat depuis, là maintenant, presque 40 ans en fait. 30, 92, ouais, 30. Donc oui, il y a une expansion du phénomène sur le continent, mais pas forcément en provenance. Enfin voilà, tous les groupes dont je vous parle au Mozambique, en RDC, etc., ils viennent pas à l'origine d'Algérie ni du nord du Mali. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Merci. Bonjour. Tout d'abord, merci pour votre conférence. Moi, j'avais une question concernant le Niger. Je voulais connaître votre analyse sur sa supposée stabilité au Niger. Ah, le Niger. Oui, merci. Alors, le Niger est un cas extrêmement intéressant dont on parle moins. Mais le Niger est une équation à plusieurs entrées, je dirais. D'abord, bon, l'expansion du conflit malien sur le territoire nigérien a été véritablement endémique. Hein. Et aujourd'hui, ce sont surtout les groupes affiliés à l'État islamique qui sont présents, notamment dans les régions, comme je le disais, de Tillabéri et de Tawa. Il faut voir, comme je le disais, que le Niger combat sur 2 fronts. Donc ce front-là, ouest, et sur son front sud-est, avec Boko Haram. Mais donc ce sont 2 dynamiques différentes. Donc déjà, ça c'est compliqué pour le Niger. D'autre part, le Niger est un pays intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est le seul véritablement démocratique. Alors, avec des nuances, mais quand même, on a assisté pour la première fois dans l'état du pays à un changement constitutionnel et relativement démocratique de dirigeants avec le président Bazoum qui a succédé au président Issoufou. Ils appartiennent au même parti, le PNDS. Mais il faut savoir que cette accession au pouvoir de Mohamed Bazoum a été compliquée parce que Mohamed Bazoum fait partie d'une minorité, la minorité arabe, et qu'on a toujours pensé que ça allait être très compliqué pour lui de s'imposer au pouvoir, et beaucoup ont craint et continuent de craindre qu'il ne soit renversé par l'armée qui est largement dominée par les populations Zarma ou Haoussa. Donc vous avez cette équation-là. Mais il se trouve que le président Bazoum a, selon moi, une politique assez habile et assez équilibrée où il est en mesure d'abord de s'imposer, parce qu'après quand même l'échec et le retrait forcé en tout cas de la France du Mali, il est face à la volonté française de ne pas quitter le Sahel et de faire du Niger son principal point d'ancrage actuel. Mais il a très vite modéré les ardeurs de la France, qui affirmait « oui, nous sommes au Niger, la France ne quitte pas le Sahel, etc. » en disant « oui, moi je tiens évidemment à ce partenariat, parce qu'on en a besoin d'un point de vue opérationnel, parce que toute la frontière entre donc, dans la zone des 3 frontières, et notamment dans la zone de Gao, Ménaka. Gao, c'est beaucoup plus proche de Niamey que de Bamako. Hein. Donc elle est complètement gangrénée par les groupes armés djihadistes, notamment par l'État islamique. Et donc il a demandé à la France de ne pas afficher sa présence et d'être beaucoup plus discrète qu'elle ne l'a été ailleurs, parce qu'en effet, il y a aussi au Niger un sentiment anti-français, enfin anti-présence internationale et notamment anti-présence de la France. C'est au Niger, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, que le fameux convoi de l'armée française a été pris à partie, avec l'armée française qui a dû tirer sur les foules qui avaient pris d'assaut le convoi. Donc la situation est fragile, mais au-delà de cette alliance assumée, mais assumée de manière discrète par le président Bazoum, il déploie une stratégie qui est quand même très intéressante parce qu'elle est multidimensionnelle à mon avis. Donc il y a ce partenariat-là, mais le président Bazoum reste très proche de la Russie notamment, la Russie qui est le principal partenaire en matière d'équipement et en matière d'armement de l'armée et en matière d'armement de l'armée nigérienne. Un partenariat également avec la Turquie qui vend des drones en particulier au Niger. Et on voit très bien une différence avec le Mali, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la capacité de la France ou de n'importe quel partenaire international et notamment occidental
va être de pouvoir s'insérer dans des partenariats multiples. On voit très bien à travers le cas du Niger qu'il y a le refus du tête-à-tête avec un seul camp. Donc ça, c'est là que je trouve que Bazoum est assez habile. Et le deuxième élément, c'est que lui revendique la négociation et pas la négociation avec le GSIM, c'est-à-dire avec Al-Qaïda, qui est quand même un groupe entre guillemets, vraiment entre guillemets, plus modéré que l'État islamique, en tout cas qui porte des revendications auxquelles on semble pouvoir répondre. Non, Mohamed Bazoum assume même de vouloir négocier avec des membres de l'État islamique, qui sont pourtant extrêmement violents. Et quatrième aspect de son approche, c'est celle de l'amnistie, à laquelle il recourt beaucoup, dans le droit fil d'ailleurs de son prédécesseur Mahamadou Issoufou, face aux ex-combattants de Boko Haram, qu'il amnistie dans le sud-est. Donc voilà, là, c'est très intéressant le cas du Niger, parce que c'est une approche qui est très riche et qui suscite l'espoir dans la région. Et surtout des partenaires internationaux, mais il faut savoir que le conflit, notamment diplomatique, entre le Mali et le Niger est très profond, donc ça ne va pas très très bien non plus diplomatiquement dans la région. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir donné cette conférence. J'ai juste une question qui va paraître un peu bête, mais est-ce que... Non, rien n'est bête. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra envisager une pacification du Sahel? Et si oui, comment, vu que la situation est très complexe, qu'elle évolue et que tout ça est en fait très multifactoriel? Alors, une pacification du Sahel, écoutez... je l'espère, mais si on regarde d'autres zones, si on regarde la RDC dont je parlais, voilà, il y a des conflits qui se prolongent. Et moi, je pense que quoi qu'il arrive, la pacification, elle se fera au prix d'une profonde mutation des réalités actuelles. Et c'est ça qui se passe en fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a affaire à une région où les modes de gouvernance changent, même si les États vont rester constitués. Il est évident qu'aujourd'hui, différents acteurs, soit les groupes armés rebelles, donc les groupes djihadistes évidemment, ou les groupes d'autodéfense, ont désormais des emprises territoriales sur lesquelles ils exercent leur autorité. Et ça, on ne pourra pas tellement revenir en arrière là-dessus. D'autre part, il y a un recul démocratique évident au Sahel, plus largement en Afrique de l'Ouest, on pourra dire dans le monde aussi. Vous avez peut-être lu l'article du Monde pendant les vacances, 34 démocraties libérales dans le monde. Donc l'Afrique ne fait pas exception. Donc la pacification se fera peut-être aussi au prix de l'instauration de régimes autoritaires. Donc ça, c'est une option tout à fait possible. Et un autre élément qu'on mesure mal, c'est le rôle de l'islam politique aussi, parce qu'on parle beaucoup des groupes armés djihadistes. Il y a des pays comme la Mauritanie qui est une république islamique, pas islamiste, islamique, avec une alliance objective entre élites militaires, élites religieuses, qui ont réussi à instaurer l'ordre sur le territoire. Donc oui, il y aura certainement, moi je pense qu'il y aura une pacification à terme, elle prendra encore au moins 10 ou 15 ans, mais que l'ordre qui pourrait en émerger ne sera certainement pas, mais vraiment certainement pas, un ordre de type démocratique libéral. Ça, c'est sûr que non. Du coup, ça sera la dernière question. Bonjour et bonsoir, pardon, et merci pour votre conférence. J'avais une question. Dans une perspective plus globale plutôt, la France, en intervenant au Mali, mais en Afrique plus généralement, a participé en fait peu ou prou à la déstabilisation de la région, en déstabilisant les structures politiques, étatiques. Et finalement, cette déstabilisation, elle a porté préjudice aux différents voisins dans la région. Je pense par exemple à l'Algérie, qui voit en fait depuis beaucoup d'années progressivement en fait ses frontières se déstabiliser, alors qu'avant, même si les régimes qui l'entouraient étaient autoritaires, ça garantissait justement une certaine stabilité des frontières. Et aujourd'hui, on voit du coup ces frontières se déstabiliser. Et je me demandais en fait si, en intervenant en Afrique, la France, elle se serait pas tiré une balle dans le pied au niveau de sa réputation vis-à-vis des pays de la région. Et est-ce que finalement ces pays-là ne se tourneraient pas vers des puissances
qui respecteraient un peu plus, on va dire, leur souveraineté. Je pense par exemple à la Chine, et je pense précisément en fait par exemple comment dire, au fait que l'Algérie récemment ait demandé son intégration au BRICS. Je fais ce parallèle avec ça parce que je trouve que c'est intéressant et ça démontre justement un certain bouleversement et retournement des volontés. D'accord. Alors, il y a différents éléments. La France est beaucoup intervenue depuis la période des indépendances sur le continent africain, comme tout le monde le sait, contrairement à la Grande-Bretagne, qui n'est intervenue qu'une fois et que dans un seul conflit, et avec une volonté de stabilisation, plus que de soutien à un régime. Mais il ne faut pas confondre toutes les interventions. C'est-à-dire que, justement, l'intervention Serval-Barkhane, elle ne s'inscrit absolument pas, à la différence des interventions qu'il y a pu avoir en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon, etc., au Cameroun. Elle ne s'inscrit absolument pas dans une volonté d'imposition, de restauration, de conservation d'un régime en particulier. Absolument pas. Elle intervient dans le cadre d'une interposition entre des acteurs armés. C'est très très important de faire la différence. Vous parlez du rôle de l'Algérie. L'Algérie est un acteur absolument majeur dans la zone. Je l'ai mentionné notamment à travers son rôle dans les différents acteurs de paix. On peut complètement inverser la question. Moi, je ne pense pas du tout que la déstabilisation du nord du Mali vienne de la France. Pardon. Elle vient beaucoup plus de la façon dont les groupes armés algériens ont été repoussés vers le nord du pays. Le rôle de l'Algérie encore aujourd'hui vis-à-vis de certains groupes armés, vis-à-vis de certains leaders, à commencer par Yadak Ghali, qui dirige le G6, mais quand même extrêmement ambigu. Donc moi, je ne pense pas qu'on puisse considérer que la France est à l'origine de la déstabilisation de cette zone. Elle n'a pas, en revanche, réussi à contribuer à sa stabilisation. Elle a fait beaucoup d'erreurs d'analyse, comme je le disais. En revanche, pour ce qui est de votre question relative à l'émergence d'autres acteurs, on est totalement dans cette configuration-là, effectivement. Alors, l'Algérie, il faut savoir qu'elle aussi, elle a quand même essayé de gérer la crise au Sahel. Ça a été un échec total. Elle a créé l'unité de fusion et de liaison en 2011. Elle a créé le processus de Nouakchott, auquel elle n'a pas, avec 11 pays, dans le cadre de l'Union africaine, elle n'a absolument pas réussi à entraîner les autres États de la zone derrière elle. Le problème de l'Algérie, il est très lié aussi dans la zone à la question du Sahara occidental aussi. Donc, voilà. Mais en revanche, qu'il y ait des puissances émergentes, et l'Algérie fait partie des 4 plus grandes puissances sur le continent africain, à savoir le Nigeria, l'Égypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie, voilà, bien sûr, c'est une voie qui compte. Et par rapport à cette question de la diversification des partenariats dont je parlais tout à l'heure, c'est un acteur très important qui, par ailleurs, est lui aussi assez proche, historiquement, pas nouvellement, de la Russie. Voilà. Merci pour vos questions. Alors, j'ai envie de poser une dernière question et une réponse très courte, du coup, 1 ou 2 minutes. C'est à propos du Tchad. Où en est-on? Parce que c'est le fils, du coup, d'Idriss Déby qui a pris la relève. Mais comment ça se passe, la stabilisation du régime, etc. Alors, le régime se stabilise, se perpétue, puisqu'en fait, il y a des pourparlers qui ont été tenus à Doha, au Qatar, qui veut de plus en plus, d'ailleurs, ça c'est intéressant pour vous, jouer un rôle de médiateur international, parce qu'il avait joué un rôle fondamental dans les accords passés entre les États-Unis et l'Afghanistan. Bref, donc il y a une conférence qui s'est tenue à Doha, qui a impliqué la plupart des groupes armés et des groupes d'opposition tchadiennes, et dont les conclusions ont fait scandale, parce qu'en fait, il a été décidé que la transition avec à sa tête Mahamat Idriss Déby, donc le fils d'Idriss Déby, était prolongée de 2 années supplémentaires. Et par ailleurs, il a été autorisé à se présenter aux futures élections qui se tiendront. Donc le régime tchadien d'exception s'ancre en réalité, avec la complicité de toute la communauté internationale, de la France, mais aussi de la plupart des États africains qui ont refusé de condamner ces décisions-là dans le cadre de l'Union africaine. Il n'y a que 4 États, tous anglophones, sur 14,
qui ont accepté de condamner ça du Tchad. Aucun État francophone ne l'a condamné. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous. Merci à vous. Alors pour finir, j'ai beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, je peux vous conseiller quelques programmes sur la région, notamment le podcast que vous avez fait avec Alexandre Jublin dans le collimateur sur l'échec politique de la France. Vous êtes très critique vis-à-vis d'elle. Oui, bien avant, en 2021, le podcast a eu lieu. Vous êtes également très présente sur les réseaux sociaux, sur Twitter et aussi sur des journaux tels que France Culture, TV5 Monde, France 24 et RFI par exemple. Je peux aussi vous conseiller de suivre Wassim Nasr sur les réseaux sociaux, qui s'intéresse plutôt du côté terrorisme. Voilà. Et merci beaucoup Madame Nagali Bakayoko pour votre intervention. Merci à tous de votre attention, parce que j'ai beaucoup parlé, et de votre présence, et puis vous, pour votre dynamisme et pour l'organisation. Merci beaucoup. Merci aux membres d'LVJ pour l'organisation, à l'université pour avoir financé ça. Et merci de votre présence.